Mais voici l'ironie dévastatrice. Sa capture ne signifia pas sa défaite, elle représenta la victoire finale de la révolution qu'il avait déclenchée. Napoléon Bonaparte croyait qu'en éliminant Toussaint, il écraserait la rébellion. Il avait tort. Il commit l'une des erreurs de calcul les plus monumentales de sa carrière. Si tu veux découvrir comment un esclave analphabète a vaincu les armées les plus puissantes du monde, a construit une nation sur les cendres et a changé le cours de l'histoire mondiale, reste jusqu'à la fin, car cette histoire a un dernier rebondissement qui te laissera sans souffle. Et si tu es déjà accro, laisse-moi un like tout de suite. Tu m'en remercieras quand tu arriveras à la fin et que tu comprendras pourquoi c'est l'histoire la plus épique que tu aies jamais entendue. Nous revenons 59 ans en arrière. Plantation, Bréda, Saint-Domingue, une colonie française des Caraïbes, que personne en dehors de l'Europe ne connaissait par son nom, mais que tous connaissaient par ses produits, sucre, café, indigo. Cette petite colonie produisait plus de richesses que les 13 colonies britanniques d'Amérique du Nord réunies. C'était le joyau de la couronne française, le moteur économique d'un empire. Le prix d'une telle richesse, 500 000 esclaves africains travaillant jusqu'à la mort. Littéralement, l'espérance de vie moyenne d'un esclave nouvellement arrivé à Saint-Domingue était de 7 ans. 7 ans de travail sous le soleil brûlant des plantations de canne à sucre. 7 ans de fouet, de chaînes et d'humiliation constante. Chaque année, les navires négriers apportaient 40 000 nouveaux Africains, non pas pour étendre la main-d'œuvre, mais pour remplacer les morts. C'est dans cet enfer que naît Toussaint, fils d'un prince africain capturé, selon certaines versions, fils d'esclaves ordinaires selon d'autres. La vérité s'est perdue parmi les mensonges racontés par les colons pour justifier l'injustifiable. Mais Toussaint eut une chance que très peu d'esclaves eurent, un maître relativement bienveillant. Il fut assigné comme cocher et non comme coupeur de canne, une distinction qui faisait la différence entre mourir à 30 ans ou vivre jusqu'à 50, entre rester analphabète ou apprendre à lire en secret. Et Toussaint apprit. Il dévora chaque livre qui tombait entre ses mains. Philosophie, histoire militaire, les campagnes de Jules César, les tactiques des grands généraux. Il apprit le français, le latin, un peu d'espagnol. Il devint indispensable à son maître qui le laissait gérer la plantation. Pendant que d'autres esclaves étaient mutilés pour avoir tenté de s'échapper, Toussaint construisait une réputation, sage, fiable, loyal. C'était le masque parfait. Car tandis qu'il feignait la loyauté, Toussaint observait. Il étudiait les faiblesses du système, mémorisait la géographie de chaque plantation, identifiait quels esclaves étaient des leaders naturels et lesquels étaient des informateurs des maîtres. Il construisait un réseau attendant le bon moment. Ce moment arriva en 1791. La France est en chaos. La Révolution française a guillotiné l'aristocratie et proclamé les droits de l'homme. Liberté, égalité, crie-t-il à Paris, de belles paroles qui ne s'appliquèrent pas aux 500 000 esclaves de Saint-Domingue. Les colons blancs de l'île, craignant de perdre leurs privilèges, exigent plus d'autonomie vis-à-vis de la France. Les mulâtres libres, eux-mêmes propriétaires d'esclaves, mais discriminés en raison de leur couleur, exigent l'égalité avec les blancs. Tous se battent pour le pouvoir. Personne ne demande ce que veulent les esclaves. Grave erreur. Août 1791. Bois Caïman. Une cérémonie vaudou au cœur de la forêt. Des centaines d'esclaves se réunissent en secret. Un pacte de sang. Une déclaration simple, liberté ou mort. Le signal? Brûler les plantations. En une seule nuit, le nord de Saint-Domingue devient une mer de feu. 100 000 esclaves se soulèvent simultanément. Les plantations qui avaient pris des décennies à construire brûlent en quelques heures. Les colons qui ne parviennent pas à fuir vers les villes fortifiées sont exécutés sans pitié. C'est la plus grande rébellion d'esclaves de l'histoire de l'humanité. Et Toussaint, le cocher de 48 ans que tous croyèrent loyal, n'est pas parmi les premiers leaders. Il observe, attend, étudie, car Toussaint comprend quelque chose que les autres rebelles ne comprennent pas encore. La rage ne suffit pas à gagner une guerre. Il faut une stratégie, de la discipline, une vision politique. Les premiers chefs rebelles sont courageux, mais désorganisés. Ils brûlent, pillent, exécutent. Mais ils n'ont pas de plan au-delà de la destruction. Et lorsque les colons se regroupent avec l'appui de l'armée française,
les rebelles commencent à perdre du terrain. C'est alors que Toussaint émerge de l'ombre. Comment y parvient-il? Simple. Pendant que d'autres chefs rebelles célèbrent des victoires temporaires, Toussaint étudie l'ennemi. Il vole des manuels militaires français. Il entraîne d'anciens esclaves aux tactiques européennes, met en place des hiérarchies strictes, des punitions sévères pour l'indiscipline, des récompenses pour la loyauté. Il transforme des hommes qui n'avaient jamais tenu un fusil en soldats capables d'affronter des troupes professionnelles. Mais Toussaint avait découvert quelque chose de plus puissant que la discipline militaire, l'art de la manipulation politique. Saint-Domingue était devenu un échiquier où 4 puissances jouaient simultanément. La France voulait récupérer sa colonie. L'Espagne, qui contrôlait le côté est de l'île, voulait s'étendre. La Grande-Bretagne voyait l'opportunité d'arracher à la France son joyau le plus précieux, et les esclaves rebelles voulaient simplement être libres. Toussaint comprit qu'ils pouvaient jouer tous contre tous. Il s'allia d'abord à l'Espagne, leur offrant ses troupes en échange d'armes, d'entraînement et de la promesse de liberté pour les esclaves. Les Espagnols acceptèrent avec enthousiasme. Ils avaient une armée d'anciens esclaves motivés combattant la France, et Toussaint écrasa les Français, victoire après victoire. Il capture des villes entières. En 2 ans, il contrôlait la majeure partie du nord de Saint-Domingue. Les planteurs français qu'il capturait ne recevaient aucune pitié. « Recordad los latigos », leur disait-il avant de les exécuter. Des milliers furent passés par les armes, des familles de planteurs entières exterminées. Toussaint ne cherchait pas une vengeance aveugle, il cherchait à envoyer un message. L'ancien ordre était mort. Mais en 1794, la France fit quelque chose d'inattendu. La Convention nationale, sous la pression des abolitionnistes et désespérée de récupérer Saint-Domingue, proclama l'abolition de l'esclavage dans toutes les colonies françaises. Toussaint vit son opportunité, trahit l'Espagne et changea de camp en moins d'1 semaine. Il combattait désormais pour la France. Les Espagnols, qui l'avaient armé et entraîné, restèrent stupéfaits. Ils avaient créé un monstre qui maintenant se retournait contre eux. Et Toussaint les détruisit systématiquement. Il reprit chaque territoire que l'Espagne avait conquis. En 1795, les Espagnols signèrent un traité cédant toute l'île à la France. Non pas parce que la France les avait vaincus, mais parce que Toussaint les avait humiliés militairement. Restait désormais la Grande-Bretagne. Elle avait envoyé 20 000 soldats à Saint-Domingue, la plus grande expédition militaire jamais déployée dans les Caraïbes. Elle voulait transformer l'île en colonie britannique. Il croyait que ce serait facile, des esclaves rebelles face à l'armée la plus puissante du monde. Un massacre prévisible. Ils se trompèrent de manière catastrophique. Toussaint n'affronta pas les Britanniques dans des batailles rangées où leur supériorité numérique et armée aurait compté. Il les saigna à blanc avec une guerre de guérilla, embuscades nocturnes, attaques et retraites, empoisonnement des puits, destruction des provisions, et son arme secrète, la fièvre jaune. Les Britanniques mouraient par milliers, non pas par balles, mais par maladie. Toussaint savait que les Européens étaient vulnérables aux maladies tropicales. Alors il prolongea la guerre. Il attendit. Tandis que ses troupes, immunisées à la fièvre, restaient fortes, les Britanniques pourrissaient dans des hôpitaux improvisés. En 5 ans, la Grande-Bretagne perdit 15 000 soldats à Saint-Domingue, dépensa des millions de livres et ne gagna aucun territoire permanent. Les Britanniques capitulèrent, évacuèrent complètement. Le général Maitland, commandant britannique, négocia personnellement avec Toussaint, un ancien esclave assis en égal face à un général de l'Empire britannique, signant des traités, discutant des termes. C'était une image que l'Europe n'avait jamais vue et qui horrifia chaque propriétaire d'esclaves dans le monde. Toussaint contrôlait désormais toute la partie française de l'île, mais cela ne suffisait pas. Il envahit la partie espagnole. En quelques semaines, il occupe Santo Domingo. Il contrôle maintenant toute l'île, de Cap-Haïtien à Santo Domingo, un territoire de la taille de l'Irlande. Et alors, il fait l'impensable. Il proclame une constitution, sa constitution, sans consulter la France, sans demander la permission à Napoléon Bonaparte, qui gouverne désormais la France comme premier consul. La Constitution déclare Toussaint gouverneur à vie, avec le pouvoir de nommer son successeur, et consacre l'abolition permanente de l'esclavage. Mais voici le retournement. Il oblige les anciens esclaves à retourner dans les plantations,
non pas comme esclaves, mais comme travailleurs forcés sous régime militaire. La liberté sans travail est une ruine, déclarait-il. Des milliers d'anciens esclaves qui avaient combattu pour une liberté absolue se retrouvent de nouveau dans les champs de canne, avec des salaires misérables et sans possibilité de quitter les plantations. Toussaint exécute quiconque se rebelle contre son système. Le libérateur est en train de devenir dictateur, mais les choses vont empirer de manière inimaginable. Cet ancien esclave, cet homme qu'il n'a jamais considéré comme son égal, vient de se proclamer gouvernant à vie de la colonie la plus précieuse de la France, sans permission, sans consultation, comme s'il était un monarque indépendant. Pour Napoléon, ce n'est pas seulement politique, c'est personnel. Il m'a arraché le joyau le plus brillant de la couronne de France, dit-il à son ministre, et ils paieront tous, chacun d'eux. Napoléon ne tolère aucun défi. Il a conquis l'Europe, humilié l'Autriche, vaincu la Prusse, signé des traités avec la Russie, et un ex-esclave dans une île caribéenne ose le défier. Impardonnable. Octobre 1801. Napoléon ordonne l'expédition la plus importante jamais envoyée vers le Nouveau Monde. 43 000 soldats, 86 navires de guerre. Son général le plus digne de confiance, Charles Leclerc, époux de sa sœur Pauline. L'élite militaire française, vétéran des campagnes d'Italie et d'Égypte. L'ordre est clair. Restaurer l'esclavage, exécuter les chefs rebelles, ramener Saint-Domingue à l'ordre. Toussaint reçoit les rapports de renseignement, il sait qu'ils arrivent. Il connaît leur nombre, mais il commet l'erreur qui scellera son destin. Il croit pouvoir négocier. « Ce sont des Français comme nous », dit-il à ses généraux. « Nous sommes des citoyens français, ils respecteront nos droits. » Ces jeunes généraux, Dessalines et Christophe, sont convaincus du contraire. Ils viennent nous enchaîner à nouveau, avertissent-ils. Mais Toussaint, le brillant stratège, l'homme qui a vaincu 3 empires, souffre d'un mal qui détruit même les plus grands, l'arrogance. Il pense que sa réputation le protégera. Il croit que Napoléon n'osera pas toucher à l'homme qui a construit une armée de 20 000 soldats disciplinés. Il croit que la France a besoin de son expérience pour gouverner l'île. Il se trompe sur toute la ligne. Février 1802. La flotte française arrive sur les côtes de Saint-Domingue et Leclerc ne vient pas négocier, il vient dévaster. Les troupes françaises débarquent avec une brutalité calculée. Elles capturent le port du Cap Français. Toussaint ordonne de brûler la ville avant de la livrer. S'ils doivent avoir Saint-Domingue, ils n'auront que des cendres, déclare-t-il. La ville brûle pendant 3 jours. 10 000 bâtiments consumés par les flammes. C'était le Paris des Caraïbes. C'est maintenant un squelette fumant. Mais ce n'était qu'un avant-goût. Leclerc met en place une stratégie de terreur systématique. Chaque rebelle capturé est exécuté publiquement, non pas par balle, mais par noyade. Des centaines d'anciens esclaves sont placés dans des navires, les cales scellées, puis les bateaux sont lentement coulés. Leurs cris se font entendre depuis la côte. « Nous voulons qu'ils sachent ce qui les attend », dit Leclerc. Les troupes françaises capturent des villages entiers. Elles exécutent tout homme ayant servi dans l'armée de Toussaint. Elles violent les femmes devant leur famille. Elles brûlent les récoltes, empoisonnent les puits. C'est la guerre totale. Mais les généraux de Toussaint résistent. Dessalines combat comme un démon. Chaque bataille est un carnage. Des milliers de Français meurent dans des embuscades. La fièvre jaune recommence son œuvre. En 2 mois, Leclerc perd 5 000 hommes. Et alors Napoléon joue sa carte la plus sale. Mars 1802. Des nouvelles arrivent de la Guadeloupe, une autre colonie française des Caraïbes. La France y a restauré l'esclavage. Des milliers d'anciens esclaves qui avaient cru aux promesses françaises sont de nouveau enchaînés. Leurs chefs exécutés. Le message est clair. C'est ce qui attend Saint-Domingue. Les généraux de Toussaint paniquent. Certains désertent, croyant que la France a déjà gagné. D'autres, comme Christophe, se rendent sous des promesses d'amnistie que Leclerc ne tiendra jamais. Toussaint voit son armée s'effondrer. Il comprend que la guerre d'usure qui avait fonctionné contre les Britanniques et les Espagnols ne fonctionnera pas contre la détermination maladive de Napoléon. Et alors, il commet l'erreur fatale. Mai 1802. Toussaint accepte de déposer les armes. Leclerc lui promet qu'il pourra se retirer paisiblement dans sa plantation, qu'il vivra comme un citoyen libre et que ses généraux seront intégrés dans l'armée française.
Des mensonges, rien que des mensonges. Toussaint remet son épée. En abattant l'arbre de la liberté des Noirs, ils n'en ont coupé que le tronc. Les racines sont profondes et nombreuses, et il repoussera, déclare-t-il. Des paroles prophétiques, mais qui ne le sauveront pas. Pendant un mois, Toussaint vit dans sa plantation sous surveillance. Il sait qu'il est un homme mort, mais il n'essaie pas de fuir. Son orgueil le lui interdit. Il croit que sa parole, son honneur, signifient encore quelque chose. Leclerc reçoit des ordres directs de Napoléon. Éliminer Toussaint. Il ne doit pas rester en vie pour inspirer de futures rébellions. 7 juin 1802, minuit. Un détachement de soldats français entoure la maison de Toussaint. Ils lui disent que le général Leclerc veut le rencontrer pour discuter d'affaires administratives. Toussaint sait que c'est un piège. Ses enfants le supplient de ne pas y aller. Sa femme pleure. Mais il y va, car même au bord de l'abîme, Toussaint Louverture croit que les règles de la civilisation s'appliqueront à lui. Elles ne s'appliquent pas. Il est immédiatement arrêté, enchaîné et placé dans la cale d'un navire avec sa famille. En 72 heures, le dirigeant des Caraïbes est un prisonnier en route vers la France. Il ne reverra jamais le soleil des tropiques. La chute fut plus rapide que quiconque ne l'aurait imaginé. Toussaint Louverture, l'homme qui avait survécu à la chaleur brûlante des Caraïbes, dormi dans des jungles infestées de moustiques, marché sous le soleil tropical pendant des décennies, tremble maintenant de froid dans une cellule de pierre. La température ne dépasse jamais 5 degrés. Les murs dégoulinent d'humidité constante. Il n'y a pas de fenêtre, seulement une fente par laquelle la lumière entre pendant 2 heures par jour. La cellule mesure 4 mètres sur 3. Il n'y a qu'un lit en bois pourri et un seau. C'est ici que Napoléon Bonaparte décida que le libérateur de Saint-Domingue passerait ses derniers jours. Les gardes ont des ordres stricts. Isolement total, pas de visite, pas de lettres, aucune nouvelle du monde extérieur. Ils veulent que Toussaint meure seul, oublié, sans savoir si sa révolution a survécu. On lui donne une ration de pain dur et d'eau, parfois une soupe froide. Habitué au climat tropical, Toussaint développe une pneumonie en quelques semaines. Il crache du sang, endure une fièvre constante, des frissons incessants. Mais le pire n'est pas la souffrance physique, c'est le silence. Toussaint écrit des lettres désespérées à Napoléon. Citoyen premier consul, j'ai servi fidèlement la France. J'ai aboli l'esclavage en son nom. J'ai vaincu ses ennemis. Voilà ma récompense. Les lettres n'arrivent jamais à Napoléon, ou si elles arrivent, il les ignore. Le 7 avril 1803, vers 8 heures du matin, un garde entre dans la cellule de Toussaint pour lui remettre sa ration de pain. Il trouve le corps de l'ancien gouverneur assis sur une chaise, rigide, les yeux ouverts, fixant le mur de pierre. Toussaint Louverture est mort de froid, de faim et d'abandon. Seul, exactement comme Napoléon l'avait voulu. L'homme qui avait libéré 500 000 esclaves est mort enchaîné dans une cellule française. L'ironie est si cruelle qu'elle fait mal. Napoléon jubile. Le problème de Saint-Domingue est résolu, dit-il à ses ministres. Mais il se trompe de manière monumentale. Car pendant que Toussaint mourait dans les Alpes, quelque chose d'extraordinaire se produisait à Saint-Domingue. Ses généraux Dessalines et Christophe, les hommes qui lui avaient supplié de ne pas faire confiance à la France, découvrent les ordres secrets de Leclerc, des documents confirmant ce qu'ils avaient toujours su, la France prévoyait de rétablir l'esclavage. Chaque ex-esclave serait de nouveau enchaîné. Les chefs militaires noirs seraient exécutés systématiquement. La trahison envers Toussaint n'était pas un incident isolé, c'était le plan depuis le début. Et quelque chose se brisa. La rage que Toussaint avait contenue avec discipline et stratégie explosa sans contrôle. Dessalines proclama une guerre d'extermination. Plus de prisonniers, plus de négociations. Mort à tous les Français. Et il tint parole. Octobre 1803. Les troupes de Dessalines massacrent les Français avec une brutalité qui fait paraître presque miséricordieuse les atrocités précédentes. Planteurs, soldats, civils, peu importe. Si tu avais la peau blanche, tu mourrais. La fièvre jaune fit le reste. Sur les 43 000 soldats que Napoléon envoya, moins de 8 000 revinrent vivants en France. Les autres moururent sous les balles, de maladie ou noyés en mer lors d'évacuations désespérées.
Leclerc lui-même mourut de fièvre jaune en novembre 1802. Son remplaçant, le général Rochambeau, mit en œuvre des atrocités encore pires, noyades massives, chiens dressés pour dévorer les esclaves. Mais rien n'y fit. Le 1er janvier 1804, Dessalines proclame l'indépendance d'Haïti, la première république noire de l'histoire, la seule nation née d'une révolution d'esclaves victorieuse. Et on lui donne le nom que les indigènes taïnos utilisaient avant l'arrivée des Européens, Haïti, terre des montagnes. Napoléon perd plus que Saint-Domingue. Il perd son rêve d'un empire américain. Sans Saint-Domingue produisant de la richesse, conserver la Louisiane n'a plus de sens. En 1803, il vend tout le territoire aux États-Unis pour une fraction de sa valeur, 15 millions pour 2 millions de kilomètres carrés. Le plus grand achat de terre de l'histoire des États-Unis. La carte de l'Amérique changea, parce que d'anciens esclaves vainquirent l'armée de Napoléon. L'expédition à Saint-Domingue coûta plus de soldats à la France que beaucoup des guerres européennes de Napoléon. Ce fut sa première défaite catastrophique, un présage de ce qui viendrait en Russie et à Waterloo. Mais la victoire d'Haïti eut un prix dévastateur. La France exigea une compensation pour la perte de ses biens, 150 millions de francs. Haïti dut payer pendant plus d'un siècle. Cette dette injuste et brutale condamna Haïti à une pauvreté perpétuelle. La nation qui avait vaincu 3 empires européens n'eut jamais la chance de prospérer. Et Toussaint ne sut jamais qu'ils avaient gagné. Il mourut en croyant que peut-être sa révolution avait échoué. Il ignorait que sa capture et sa mort n'avaient fait qu'attiser le feu final. En abattant l'arbre de la liberté, il n'en avait coupé que le tronc. Ces dernières paroles prophétiques se réalisèrent exactement. Voici la leçon qui traverse les siècles. Même lorsque les tyrans éliminent le leader, ils ne peuvent tuer l'idée de liberté qu'il a semée. Les empires sous-estiment toujours la force d'un peuple désespéré qui n'a plus rien à perdre. Et les plus grandes victoires de l'histoire ne sont pas remportées par ceux qui ont les armées les plus puissantes, mais par ceux qui ont la cause la plus juste. Toussaint Louverture transforma 500 000 esclaves en citoyens. Il vainquit l'Espagne, la Grande-Bretagne et la France. Il changea l'équilibre mondial du pouvoir et, bien qu'il soit mort enchaîné, son héritage vit dans chaque personne qui se lève contre l'oppression. Si cette histoire t'a ému, laisse-moi un like et abonne-toi, car la semaine prochaine, nous parlerons du roi africain qui vainquit l'Empire romain et faillit changer l'histoire de l'Europe pour toujours. Tu ne veux pas rater ça.